Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée aujourd'hui. Nous y revenons à la crise ukrainienne. Plus d'un mois après l'invasion russe sur l'Ukraine, la situation n'a jamais été aussi catastrophique sur le plan humanitaire et les villes ukrainiennes suffoquent et manquent de tout. Kiev sous couvre-feu jusqu'à demain matin. Mariupol est toujours assiégé. Les sources onusiennes parlent de près de 1100 morts depuis le début de l'offensive russe. Pendant ce temps, l'OTAN se réunit à Bruxelles pour accoucher d'une souris finalement. Zelensky se dit très déçu que les Occidentaux aient manqué de bravoure pour reprendre son propos. Et pourtant, il continue de s'obstiner. Poutine, lui, choisit l'action. Il existe désormais les troubles ou le rouble, pour l'achat du gaz russe aux pays inamicaux. Comprenez par là l'Europe et les États-Unis. Pour parler plus largement de ces questions, nous avons présent par Skype M. Taoufik Hamel, expert en questions militaires et en relations internationales. M. Taoufik Hamel, merci, bonsoir. Merci à vous. Merci de vous joindre à nous. Et M. Dimitri de Koshko, journaliste russe depuis Paris. M. Dimitri de Koshko, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir, bonsoir. Je suis journaliste français en fait. Oui, alors je rectifie. Vous êtes journaliste serbe, c'est bien cela? Français. Français. Allez. Bonsoir, messieurs. Merci de vous joindre à nous pour ce débat. Mesdames et messieurs, donc tout de suite, nous allons commencer par la situation sur le terrain. Depuis près d'une semaine, le président russe a annoncé une nouvelle stratégie militaire qui consiste, je le rappelle, à se concentrer sur les villes de l'Est de l'Ukraine afin de la libérer entièrement ou de les libérer entièrement des groupes des nazis ou d'extrême droite. Messieurs, je commence par vous, monsieur Taoufik Hamel. Que pensez-vous de cette stratégie nouvelle militaire adoptée par Vladimir Poutine? Monsieur Taoufik Hamel, oui. Alors, il y a un bref, en tout cas, il y a un petit changement concernant la stratégie russe par rapport à la stratégie initiale. Initialement, il y avait la Russie a adopté une stratégie de choc et effroi dans l'espoir de terminer la guerre rapidement, mais finalement il y avait résistance de la part de l'Ukraine, surtout avec le soutien des pays de l'OTAN. À partir de là, la Russie a cherché à ajuster sa stratégie par rapport à la nouvelle réalité, mais cela ne signifie en aucun cas que la Russie renonce à ses objectifs initiaux. Quels sont les objectifs initiaux de la Russie? Alors, le premier était militaire. Et militaire, c'était la démilitarisation de l'Ukraine et la dénazification de l'Ukraine. C'était l'objectif militaire. Et le deuxième objectif qui est politique, c'était la mise en place d'un nouveau régime qui est un nouveau gouvernement en Ukraine. Oui. Plutôt sympathisant avec la Russie, plutôt sympathisant avec la Russie. Moins hostile, je dirais qu'un régime moins hostile, et la Russie opte pour une neutralité de l'Ukraine. Sur ces deux objectifs, je doute que la Russie renonce à ces objectifs. Pour l'instant, certes, elle va se concentrer sur en tout cas pour renforcer ses acquis dans la région de Donbass, mais cela ne signifie pas que la Russie renonce à ses objectifs. Alors, Monsieur de Koshko, que pensez-vous de cette nouvelle stratégie qui va être adoptée par Vladimir Poutine et qui donc sera centrée sur cette concentration sur la libération de l'Est de l'Ukraine? En fait, elle n'est pas vraiment nouvelle. Oui. Pour eux, c'est l'étape numéro 2. Voilà. C'est-à-dire que de toutes les façons, toute l'intervention militaire a été décidée justement parce que les Russes ont trouvé les plans ukrainiens et ont évidemment leurs services de renseignement ont découvert que les Ukrainiens allaient attaquer l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire le Donbass, là, les deux républiques rebelles, et qu'ils allaient essayer de procéder à ce qui avait été annoncé du reste par le régime de Kiev, c'est-à-dire non pas une application des accords de Minsk, mais une solution à la croate, en référence à 1995, quand les Croates ont fait le nettoyage ethnique des Serbes qui vivaient depuis le XVIIe siècle dans une région qui s'appelait la Krajina.
Le problème, c'est que dans le Donbass, il y a près de 4 millions d'habitants. Et que, évidemment, pour faire le nettoyage ethnique, comme disait le régime de Kiev, de ces populations-là, il aurait fallu en massacrer beaucoup. Oui. Ce qui a obligé les Russes à intervenir plus tôt que prévu. D'où le fait, notamment, par exemple, que l'intervention militaire, qui évidemment était préparée au niveau logistique, au niveau militaire, dans les plans de l'état-major, n'a pas été préparée suffisamment à l'avance, et notamment parce que les actifs financiers de la Russie se trouvaient toujours en Europe et aux États-Unis, où ils ont été, comme vous le savez, gelés. Ça représente plus de 300 milliards de dollars. Donc ça va être les problèmes économiques. Maintenant, au niveau militaire, les Russes donc, ont eu affaire essentiellement à une très grosse résistance, ou à des très gros combats, justement sur la ligne de démarcation entre les républiques rebelles et le reste de l'Ukraine, puisque les Ukrainiens y avaient massé 120 000 hommes, parmi lesquels tous les bataillons néo-nazis notamment, qui avaient été formés depuis 8 ans par l'OTAN. Ça a été annoncé par les officiels et américains et britanniques. Depuis 8 ans, ils forment 5 bataillons par an d'Ukrainiens aux formules OTAN. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN sans être formelle. C'est ce contre quoi protestaient justement les Russes en disant arrêtez d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. On leur répondait mais non, voyons, pas du tout, on n'intègre pas. Mais en fait, de facto, ils étaient intégrés. Et quand les Américains disaient d'ici quelques années, Poutine répondait oui, d'ici quelques années, ils seront encore plus près. Ça ne nous arrange pas, nous, parce que vos missiles, ils sont à 4 minutes de Moscou. Oui. Et ça ne va pas du tout pour nous. Oui. Alors, Monsieur de Koshko, la question, donc, on dit qu'il a changé de stratégie pour se concentrer sur cette région qui est le Donbass, Lugansk et Donetsk, mais ce sont quand même, je dirais, entre guillemets, des régions qui lui étaient déjà acquises. Alors, se concentrer de quelle manière, finalement? Ben non, pas vraiment. Ah Si bon? les républiques ne représentaient que la moitié des régions, des oblasts, si vous voulez. Oui. Des vilayas, je ne sais pas, vous avez ça en Algérie, non? Oui, c'est des villes de préfecture, voilà. oui. C'est que la moitié, si vous voulez, qui était en république, comment ça s'appelle? Donetsk et Lugansk. Donetsk et Lugansk. Mais les oblasts sont bien plus grandes, et c'est ça que sont en train de reconquérir, ou de conquérir, si on veut, les forces de Donetsk et de Lugansk. Voilà. Et c'est contre ça, c'est là qu'il y a des combats qui sont intensifs, effectivement. Oui. Puisque les Ukrainiens s'apprêtaient à foncer sur ces régions pour y réaliser le nettoyage ethnique. Voilà. Alors, pour le reste, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui déroute un peu les observateurs militaires, c'est que les Russes ne veulent pas occuper le terrain. C'est-à-dire qu'ils n'occupent pas le terrain, et 2, ils ne peuvent pas agir comme les Américains l'ont pu le faire en Irak ou en Syrie ou en Libye, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas raser les villes. Ils parce ne que peuvent ce n'est pas le même objectif. Les réduire au niveau de l'asphalte. Parce que pour les Américains, ils s'en fichent de tuer des Arabes. Mais les Russes ne peuvent pas tuer des gens comme ça, ne peuvent pas tuer les Ukrainiens, qui sont des cousins, qui sont des gens qui sont tous liés, qui ont des liens familiaux avec la Russie. C'est une tragédie, cette guerre. Oui. Cette guerre, les Russes la font, et les Ukrainiens aussi, parce qu'ils ont été contraints. Ils ont été obligés. C'est pas du tout le cas des Américains qui veulent simplement préserver leur empire ou mettre la main sur les richesses pétrolières de l'Irak, de la Libye, voire de la Syrie. Oui, alors j'avais bien dit que devant toutes ces avancées, nous sommes à près de plus d'un mois plutôt depuis l'offensive russe contre l'Ukraine, et on voit que la situation humanitaire s'est dégradée. Alors selon vous, Monsieur de Koshko, et je passerai tout à l'heure à Monsieur Taoufik Hamel, selon vous, pourquoi Zelensky s'obstine-t-il tellement à rester dans une position pro-occidentale au lieu d'essayer un petit peu de s'extirper et de rester ukrainien et de voir de voir l'intérêt absolu des Ukrainiens avant de se positionner et de pencher vers l'Occident? C'est une excellente question, parce que les Américains l'obligent à le faire.
parce que les Occidentaux, d'ailleurs c'est ce qui a été dit à leur réunion de l'OTAN, on va continuer la guerre sans faire la guerre. C'est-à-dire on est prêt à faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien et jusqu'à la ruine du dernier Européen. Parce que les sanctions contre la Russie, les mesures financières, les privations d'énergie, tout ça, c'est nous, les Européens de l'Ouest, qui allons payer un maximum. C'est même pas les Américains. Les Américains, leurs échanges, ils sont à un niveau de 5 milliards de dollars avec la Russie par an. Alors que nous, c'est bien plus important. En plus, Zelensky se permet de dicter aux Français quelle entreprise ils doivent fermer en Russie. Enfin, il se fout du monde. Mais ça, c'est vous les parlez Américains des qui lui entreprises écrivent ces Auchan, discours. pour ne pas les citer. Auchan, le roi Merlin, etc. Oui. Et j'insiste, Oui, je oui. pense qu'il va falloir aller acheter beaucoup d'outils de bricolage pour soutenir le roi Merlin. Oui, oui. En fait, Monsieur Taoufik Hamel, je vous repose la question autrement dit. Aujourd'hui, devant le fait de voir toute cette population ukrainienne en train de dépérir dans une situation humanitaire désastreuse, pourquoi Zelensky s'obstine-t-il tellement à camper sur sa position au lieu de voir l'intérêt donc de son pays et de négocier tout simplement avec la Russie pour pour une meilleure sortie de crise? De mon point de vue, les otages des Américains et les Américains se sont montrés beaucoup plus hostiles, aux négociations que les Ukrainiens. D'une part, et quand on voit actuellement les Américains, ça me rappelle un peu l'histoire de la guerre entre l'Irak et l'Iran, lorsque les Américains soutenaient d'une part les Irakiens et en même temps soutenaient les Iraniens dans le but au final que le conflit persiste et ce qui va conduire à l'affaiblissement des deux côtés, du côté des Iraniens et de l'Irak en même temps. On est un peu dans cette situation. Alors les Américains soutiennent les Ukrainiens dans le but principalement d'affaiblir la Russie. Il y a la volonté d'affaiblir la Russie. C'est une guerre d'usure, vous voulez dire? Une guerre d'usure? En tout cas, cet objectif, on le trouve dans la stratégie américaine. Engager une guerre avec une puissance nucléaire comme la Russie, avec un grand arsenal nucléaire, n'est pas une évidence. Et du coup, de quelle façon faire face à la Russie et la Chine? La meilleure façon, c'est de revenir à des stratégies anciennes, comme la guerre par procuration, comme ça a été fait pendant la guerre froide. Si on prend les documents officiels américains, à partir de 2014, il y avait les stratégies militaires américaines, c'est le document officiel qui indiquait clairement que une éventuelle guerre majeure avec les grandes puissances est une éventualité auquel l'armée américaine a commencé à se préparer. En tout cas, ça a commencé déjà, les Américains ont commencé déjà à se tourner vers la Russie à partir de l'intervention russe en Géorgie. Et à partir de 2010, les Américains ont annoncé le rééquilibrage vers l'Asie. Et dans la stratégie du rééquilibrage vers l'Asie, il n'y avait pas uniquement la Chine, mais il y avait le retour vers on a commencé à partir de cette date à se préparer aux guerres conventionnelles. D'une part, on a commencé à marginaliser le terrorisme comme un enjeu de sécurité principal. Et à la place, on a commencé à s'intéresser aux guerres conventionnelles. Et quand on regarde les grandes puissances qui sont capables de contester l'hégémonie américaine actuellement, vous avez d'une part la Chine et vous avez la Russie, tout en sachant qu'il y a en tout cas une coopération entre les deux, les Américains sont très très inquiets du rapprochement entre les deux puissances. Alors, selon vous, Monsieur Taoufik Hamel, on cherche à engager la Russie dans une guerre qui est effective, c'est-à-dire dans le sens traditionnel du terme, avec tout ce que cela implique de déploiement, d'armement sur le terrain, de force et même d'argent, pour essayer d'user la Russie. Oui, et de l'affaiblir économiquement. Et l'affaiblir économiquement, politiquement, militairement, quand on garde à l'esprit les images des engagements américains de l'Afghanistan, ça a été un désastre. Ça a été un désastre pour la crédibilité des États-Unis. Si demain la Russie n'atteint pas ses objectifs, ça va être un désastre pour sa crédibilité sur le plan politique, sur le plan militaire. Ça va certainement encourager d'autres États comme la Géorgie ou la Moldavie, par exemple, de demander d'intégrer l'OTAN. Oui. Certainement, en tout cas, la Russie se retrouve à affaiblir, ce qui est
ce qui conduit dans ce sens les Américains à intensifier leurs efforts de soutenir les Ukrainiens, les Ukrainiens et faire en sorte que la Russie se retrouve dans un bourbier qui dure des années, et une guerre d'usure va certainement affaiblir la Russie, ou n'importe quelle grande puissance certainement sera affaiblie. Ensuite, il y a l'autre aspect qui est la Chine. Si la Russie a été, en tout cas, si on fait en sorte que la Russie soit affaiblie et vaincue et en Ukraine, cela va encourager les Américains certainement à avoir une stratégie beaucoup plus offensive concernant la Chine, sachant que la Chine n'a jamais renoncé à l'unification avec Taïwan, et ça reste. Et généralement les Américains ont toujours gardé un œil sur la Chine. En fait, à partir de 2010, la menace principale pour les Américains, c'était la Chine. Ce n'est qu'à partir de 2014 que la Russie était devenue la première priorité pour les Américains. C'était juste après l'annexion de la Crimée. Je dis l'annexion, mais en tout cas l'annexion, il y avait les habitants du Crimée. Il y avait un référendum et elles ont demandé l'intégration à la Russie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à partir de 2014 que la Russie a pris la place de la Chine. Mais les Américains n'ont jamais perdu de vue la Chine, parce que sur le fond, c'est la Chine qui représente la menace la plus principale, surtout sur le plan économique. Alors, vous pensez que finalement, dans le viseur des Américains, c'est plutôt la Chine qui est visée, mais que dans le parcours, on va essayer de simuler ce qui se passera avec la Russie, et on verra par la suite quelle action entreprendre avec la Chine? Alors, globalement, si on prend tous les documents américains depuis la la fin de la guerre froide, les documents officiels qui ne citent pas la Chine comme un adversaire ou comme une menace potentielle sont rares. Déjà à partir de 2006, on prend la stratégie militaire, la Chine a toujours été évoquée comme l'adversaire le plus redoutable. Redoutable, oui. Oui. Ensuite, oui. Oui, allez-y, continuez. Ce que je veux dire, là, nous assistons au retour des rivalités entre les grandes puissances. Et quelles sont les grandes puissances actuellement? Vous avez la Chine, vous avez la Russie qui a pu se moderniser depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir. Elle a pu moderniser son armée, elle a pu développer son économie malgré certaines failles, mais elle a pu quand même améliorer la situation de la Russie. Il suffit juste de voir la situation de la Russie pendant les années 90, c'était une catastrophe pour les Russes. Et les Russes, il y a justement tout le problème pour la stratégie américaine actuellement, le fait qu'on a imposé des sanctions dans l'espoir que les Russes vont se révolter contre leur président. Contre leur président. De mon point de vue, elles ignorent complètement la mentalité des Russes. Généralement, les Russes se sont toujours montrés beaucoup plus solidaires dans les moments les plus difficiles, de crise et les plus difficiles. Peut-être oui, vous voulez peut-être une phrase à rajouter? Ce que je veux dire, c'est que dans les deux cas, les deux puissances qui représentent un véritable danger pour l'hégémonie américaine, il y a la Chine et la Russie. Et le plus inquiétant, c'est une sorte de coopération entre les deux États, ce qui peut conduire nécessairement à affaiblir l'hégémonie américaine. Et il y a un mariage de raison entre les deux États. Et certes, il y avait dans les années 60 un conflit entre l'URSS, l'Union soviétique et la Chine, mais les deux États ont pu améliorer leurs relations et ont pu régler les différends entre les deux États, ce qui signifie que les deux États ont commencé à mettre en place un partenariat sur le long terme. Et ça, c'est très, très inquiétant pour les Américains. Oui, qui reste d'ailleurs très attentif à tout mouvement entre les deux pays. Monsieur Dimitri de Kochko, alors nous passons à notre deuxième volet, qui est celui de ce sommet de l'OTAN. Alors beaucoup de choses étaient attendues, je dirais peut-être même des résolutions. Certains avaient peut-être les yeux rivés sur ce sommet pour attendre quelles seraient les résolutions qui allaient être prises. Apparemment, il n'a pas accouché de grand-chose, comme dirait le dicton.
juste d'une souris. Mais selon Zelensky, il dit qu'il est très déçu. Le porte-parole de son cabinet dit que son président est très déçu, ce qui veut dire que l'Ukraine est très déçue. Alors je pense que ce n'est pas la première déception pour Zelensky de ce qui est de ses partenaires occidentaux, à savoir les États-Unis, peut-être même l'OTAN et l'Union européenne. Alors pourquoi, comme je disais tout à l'heure, il n'essayerait pas d'ouvrir une nouvelle page avec la Russie? Est-ce que ce n'est pas plus, je dirais, sécuritaire pour lui? Ce n'est pas plus approprié? Alors, pour ce qui est des déclarations de Zelensky, sur le fait que l'OTAN et l'Union européenne sont très méchants avec lui, ce qui n'est pas le cas en réalité, mais c'est pour la politique intérieure ukrainienne, pour déjà se garantir une porte de sortie en disant si on a perdu, c'est à cause d'eux, c'est parce que c'est vraiment des très 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 méchants. Actuellement, la guerre de l'info ukrainienne, si vous voulez, qui est en Occident quasiment gagné par l'Ukraine, on peut dire, et les Russes l'ont perdu. Mais en Ukraine même, c'est en train de se retourner parce que les Ukrainiens en ont marre qu'on leur raconte des bobards sans arrêt. On leur raconte, comme on raconte dans les médias occidentaux, que l'Ukraine est en train de gagner, que la Russie s'enlise, oui, qu'elle n'est pas foutue de faire marcher des chars, oui, que sans arrêt ils tombent dans la boue, qu'il y a qu'il y a 30 000 morts. Enfin bref, ce sont des infos qui sont fausses, et au fur et à mesure que les villes sont ou prises ou encerclées par les troupes russes, évidemment, les gens s'aperçoivent que tout ça, c'est du bobard. Donc là, il y a un problème pour Zelensky qu'il va falloir qu'il se garantisse en quelque sorte une porte de sortie en disant, oui, bah, si on n'a pas pu gagner, c'est à cause du fait qu'on a été trahi. Maintenant, pour ce qui est de l'OTAN. L'OTAN, en fait, d'abord, on ne sait pas tout ce qu'ils ont décidé. Mais ce qu'ils ont décidé, c'est comme ils l'ont dit, c'est de faire la guerre sans faire la guerre. Oui. C'est-à-dire de faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, encore une fois, et jusqu'à la dernière classe moyenne de l'Union européenne et de l'Europe de l'Ouest, qui va payer pour les fameuses sanctions contre la Russie. Les États-Unis et la Chine vont être les grands bénéficiaires de cela, et la Russie, dans une certaine mesure, attention, hein, dans oui, une certaine mesure seulement, va en être bénéficiaire aussi parce que le premier train de sanctions qui ont été pris après la réunification de la Crimée avec la Russie ont beaucoup profité à l'économie russe. Oui. Beaucoup, ça a fait beaucoup de bien à la Russie, ces sanctions-là. C'est peut-être un peu cynique de le dire comme ça, mais je vous jure... Oui, c'est un petit peu le revers de la médaille, oui, c'est comme ça, oui. Ils sont arrivés à faire des choses en matière notamment d'agriculture et d'agroalimentaire qui ont été très importants. Et oui, d'autres choses ont été faites aussi, qui étaient notamment fabriquées en Ukraine ou dans les pays baltes et qui se sont mis à faire en Russie. Avant, ils avaient malheureusement la maladie de la rente pétrolière, c'est-à-dire qu'il était plus facile d'importer plutôt que de produire. Oui, oui. Ça, ils s'en sont un petit peu guéris. Pas encore complètement, mais ils s'en sont un petit peu guéris. Donc, à malheur, quelque chose est bon. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de malheur sans bien, comme on dit aussi. Eh bien, maintenant, pour ce qui est de la solution, et là, que Zelensky veuille négocier ou pas, à la limite, ça ne relève malheureusement aussi pas important. Ce qui est le seul moyen aujourd'hui d'arriver à une paix, à une vraie paix, je veux dire, c'est une négociation sur la sécurité européenne. C'est pour ça que ce conflit a démarré. C'est parce que les Américains ont opposé une fin de non-recevoir aux demandes russes qui ont été formulées depuis novembre dernier et auxquelles les Américains ont répondu à la fin janvier en disant on ne va pas parler avec vous parce que vous n'êtes qu'une pompe à essence, on n'en a rien à foutre, nous on tient pas compte de vous. Et là, ils vont bien être obligés d'en tenir compte. Mais pour l'instant, la plupart des éléments décisionnaires aux États-Unis estiment qu'ils ont plus de chances d'essayer d'enliser les Russes dans le conflit, comme ils ont pu le faire avec les Soviétiques à l'époque de l'Afghanistan. Ça, c'est le grand rêve d'une partie de l'establishment américain. Oui. Quand l'establishment américain va un petit peu basculer et que sur le terrain, les Russes auront montré leur victoire militaire,
ce qui va pas tarder, hein, en fait, parce qu'ils ont une supériorité militaire en réalité, et je vous invite à ça, à regarder ce que peuvent dire des experts américains, et notamment un expert de l'ONU sur les problèmes d'armement, qui s'appelle Scott Ritter, je crois, quelque chose comme ça. Vous l'avez sur YouTube, vous Oui, pouvez le trouver. je vous remercie. C'est une analyse excellente. Oui. Donc ce qu'il faut, c'est une négociation américano-russe pour mettre fin au conflit. Pour Oui. l'instant, les Américains veulent pas. Et, Ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas envie que ça s'arrête pour l'instant. Oui, Monsieur de Cochko, je veux juste, et même pour Monsieur donc Taoufik Hamel, je veux juste reprendre les propos qui ont été donc énoncés par le chef de cabinet du président ukrainien Vladimir Zelensky. Alors, nous attendions, je le cite, à plus de bravoure. Nous nous attendions à des décisions audacieuses. Alors peut-être qu'ils s'attendaient à installer ou l'installation d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, celle qu'il avait demandée au départ, rappelez-vous. Ou peut-être même qu'ils s'attendaient à ce que les pays de l'Occident ou de l'OTAN lui fournissent des armes et des avions de chasse. Alors, ce n'est pas le cas parce que tout simplement, l'OTAN, lorsqu'ils ont donc fait leur conclusion, ils se sont contentés d'une condamnation de la Russie et bien sûr de soutenir les Ukrainiens, c'est-à-dire continuer votre combat. Nous sommes derrière vous, il n'y a pas de problème. Et je pense que, je ne sais pas si M. Zelensky l'a compris. Cela dit, nous allons passer à notre troisième volet, qui est celui donc du fait qu'aujourd'hui, le président Vladimir Poutine a exigé que tout qui soit payé dans donc les achats de gaz par le rouble. Nous avons constaté au départ de la crise que la bourse russe était un petit peu au plus bas. Aujourd'hui, avec cette condition, ça remonte un peu, ça prend des couleurs. Alors, Monsieur Taoufik Hamel, quelles conséquences, quel impact d'une pareille décision pour les pays qui sont toujours tributaires du gaz russe? Alors, pour la Russie, l'une des premières conséquences, déjà, on a vu que la monnaie russe, rouble, a récupéré environ 80% de sa valeur. Alors, j'ai vu quelques commentaires des dirigeants européens et américains qui disaient qu'il y a une rupture de contrat, le fait que la Russie n'a pas respecté le contrat. Sauf que, sincèrement, nous sommes dans une guerre et une grande partie des sanctions qui ont été imposées par les Américains ne respectent pas. Oui, aucun contrat. Ne respecte aucun contrat, Monsieur Hamel. Oui. Ouais, allez-y. D'une part, on reproche à la Russie de ne pas respecter le contrat, alors que d'une part, on trouve que les sanctions qui ont été imposées à la Russie sont des sanctions politiques qui n'ont aucune légalité sur le plan international. Alors, là, c'est un jeu de force. Chacun essaye d'imposer sa volonté à l'autre. Alors, moi, de mon point de vue, le fait que Poutine, le président russe, a exigé que a exigé que les échanges avec les pays considérés comme hostiles soient payés en monnaie russe. Moi, il me semble que Poutine est prêt à aller beaucoup plus loin dans ce bras de fer avec les pays occidentaux. Ça veut dire dans le sens, peut-être, il y a même une volonté même d'arriver à une rupture d'approvisionnement avec les pays européens. Parce que j'imagine mal que le président russe renonce à cette décision, à moins que si elle obtient quelque chose d'important en échange. Dans le cas où les Européens acceptent, dans ce cas, ça va être un coup très très dur aux sanctions américaines, aux sanctions occidentales. Mais si elle n'accepte pas, dans ce cas, la Russie n'a aucune raison de fournir du gaz et du pétrole aux pays européens. Ça veut dire qu'on arrive à une situation, soit on paye, soit ça va être la rupture. Moi, de mon point de vue, le fait qu'une telle décision a été prise par le président russe, cela sous-entend clairement que le président russe est déterminé et prêt à aller beaucoup plus loin dans ce bras de fer avec les pays occidentaux et qu'elle n'a aucune intention de renoncer ou de stopper l'opération militaire en Ukraine, à moins que les objectifs de l'opération militaire soient atteints. Parmi lesquels, comme je l'avais dit, c'est la neutralité de l'Ukraine principalement, mais avant la neutralité de l'Ukraine, il faut démilitariser l'Ukraine et se débarrasser de ce qu'on appelle les néo-nazis. Oui.
Oui, alors vous pensez aujourd'hui que les pays européens qui ont donc fortifié et qui ont multiplié les sanctions contre la Russie pensaient un petit peu exporter leur inflation qui menaçait leur pays justement en raison de cette crise, donc qui menaçait leur pays vers la Russie et qu'aujourd'hui c'est un petit peu Poutine leur rend un petit peu, si vous voulez, leur balle maintenant. Et ils seront dans une position très inconfortable financièrement, En fait, moi, il alors me qu'ils semble, pensaient vraiment échapper à l'inflation. En fait, ouais, il y a une chose importante que les Européens n'ont jamais compris, que pour la Russie et l'Ukraine, c'est une question existentielle. L'Ukraine, pour la Russie, c'est une question existentielle, ça fait partie des intérêts vitaux. Quand on considère un intérêt vital, ça veut dire qu'on est prêt à combattre pour le défendre. Et la Russie, c'est ce que représente l'Ukraine pour la Russie. Et les Européens, les Américains n'ont pas tenu compte de cette réalité. Alors, on a essayé de pousser la Russie dans son dernier retranchement et elle doit réagir parce qu'elle voit toutes les sanctions. Alors, si on prend la Russie déjà qui s'est retrouvée avec presque 300 milliards de dollars de ses réserves à l'étranger bloquées, là déjà ça pose un véritable problème pour la Russie. Si on tient compte de certains avertissements de la Russie lorsqu'elle a déclaré qu'il y a une possibilité d'utiliser les armes nucléaires si l'existence de la Russie est menacée, il faut tenir compte de cette réalité. Il n'y aura pas une utilisation d'armes nucléaires, mais c'est l'existence elle-même de la Russie est en jeu et certainement on va arriver à cette option. D'ailleurs, c'est intéressant de voir cette réalité parce que si on fait une comparaison entre les pays de l'OTAN et la Russie, on trouve que sur le plan conventionnel, la Russie est largement inférieure par rapport aux pays de l'OTAN. Ça veut dire que si demain la Russie accepte une sorte d'escalade militaire, dans ce cas, certainement, la Russie sera affaiblie parce qu'elle est inférieure sur le plan conventionnel. C'est pour ça que la Russie, dès le début, a déclaré qu'il y a une possibilité, en tout cas, ce qu'elle a fait, elle n'a pas seulement déclaré, mais elle a mis directement ses armes nucléaires en alerte. Ça veut dire que soit on ne se mêle pas de l'Ukraine, sinon il n'y aura pas de guerre d'escalade. Soit une guerre nucléaire, soit mettez-vous à côté. Et là, on se retrouve avec la Russie qui est en train de montrer ses muscles parce qu'elle peut se le permettre. Certes, elle a été un peu affaiblie par les sanctions, mais cela ne signifie pas que la Russie n'a pas les moyens d'agir. Ouais, au fait, je crois que Poutine est en train de jouer ses cartes, mais qu'il ne donne pas toutes ses cartes, mais il les fait sortir une à une en fonction de la conjoncture et de l'évolution de la situation sur le terrain. Monsieur de Koshko, est-ce que vous pensez que cette décision de Poutine aujourd'hui de marchander avec le rouble est une bonne décision et qu'elle va éviter au pays, c'est-à-dire à la Russie, une très forte inflation et ainsi exporter cette inflation vers les pays qui ont voulu au départ le pénaliser? Alors, je ne pense pas que la problématique soit au niveau de l'inflation. Il a répondu que, écoutez, maintenant vous allez payer en roubles. Parce que c'était une réponse au fait que les Occidentaux avaient notamment bloqué le gazoduc du Nord, le gazoduc 2, qui a été arrêté alors qu'il est déjà plein de gaz en fait. Oui. En fait, les problèmes de prix, et c'est ça qui rend les choses encore plus fragiles du côté européen de l'Ouest, c'est que en fait, le marché du gaz et le marché de l'électricité ont été désorganisés et les prix ont éclaté, sont devenus très très chers, notamment pour la France, à cause de décisions de l'Union européenne. Les Russes n'y sont pour rien. Les Russes ont toujours fourni tout ce qui leur avait été commandé ou tout ce qui leur a été demandé. L'Union européenne a obligé les États membres, à rentrer dans un marché unique de l'électricité, alors qu'en France, l'électricité était moins chère qu'en Allemagne, par exemple, grâce aux centrales nucléaires, alors que l'Allemagne y a renoncé et elle fait produire de l'électricité au charbon et maintenant et au gaz, dont elle ne peut pas se passer puisque son fournisseur essentiel est la Russie. Et deuxièmement, le gaz, ils ont décidé de renoncer
aux contrats à long terme avec Gazprom. Les contrats à long terme, c'est sur 35 ans. On sait le prix du gaz sur 35 ans. Ils ont voulu faire du libéralisme. Ils sont passés sur le marché spot. Ce qui veut dire qu'on ouvre la porte à toutes les formes de spéculation. Mais évidemment aussi, on ouvre la porte aux possibilités pour les Américains de vendre leur gaz de schiste à la place des Russes. Ce qui était un des buts des Américains, en fait. C'est-à-dire qu'on va payer un gaz qui est beaucoup plus polluant, alors qu'on nous rabat les oreilles avec l'écologie, qui est encore plus polluant parce que c'est des méthaniers qui vont traverser l'Atlantique, alors que le Nord Stream 2 passe sous la mer et donc ne pollue rien du tout. Le méthanier, à chaque traversée, il pollue bien plus qu'un an de circulation automobile sur le boulevard périphérique parisien, dont on nous rebat les oreilles aussi. Et puis, évidemment, on va payer le gaz beaucoup plus cher, parce que le gaz américain est plus cher, et parce qu'il va falloir installer aussi des installations de déliquéfaction du gaz. Donc, on est perdant de tous les points de vue, nous, Européens. C'est de la folie ce qu'on est en train de faire. Alors maintenant, pour le rouble, logiquement, ça ne nous gênerait pas. Simplement, on sort de ce qui est imposé par l'Empire américain depuis 1945, le dollar. C'est-à-dire que tous les produits énergétiques soient payés en dollars, l'hégémonie du dollar, que les prix soient basés sur le prix du transport entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Si on se met à payer dans la monnaie locale, que ce soit en rouble ou autre chose, eh bien, en fait, nous, ça nous arrangerait, parce que ça fait un change de moins. On n'a pas besoin de changer en dollars pour ensuite payer le pays producteur. Mais, bien évidemment, les Américains s'y opposent totalement, et du coup, les Allemands s'y sont opposés. Les Français, je pense, vont suivre aussi, puisque, malheureusement, on obéit. Et donc, je ne sais pas bien comment on va se sortir de la situation. Parce qu'évidemment, les Russes vont dire, bah, si vous ne payez pas, vous n'aurez pas de gaz, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Jusqu'à présent, ils ont toujours fourni le gaz. Hein. Mais si on ne paye pas, or comment payer si on ne veut pas payer dans la monnaie que nous demande le fournisseur? D'autant plus qu'il est sous sanction. Je ne sais pas bien comment on va s'en sortir. Peut-être qu'ils vont passer par une troisième monnaie. Peut-être par... On verra. On verra, monsieur de Kochko. Alors, juste avant de terminer, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, moins de 4 minutes, je rappelle juste le discours virulent qui a été prononcé par le président américain Joe Biden à Varsovie, en Pologne, où, juste après le sommet donc, de l'OTAN. Il a été même recadré par son administration. Donc, il a traité Poutine, je rappelle, et je cite, de boucher, avant d'ajouter, pour l'amour de Dieu, cet homme ne doit pas rester au pouvoir. Monsieur Taoufik Hamel, que pensez-vous de cette déclaration? Ne la trouvez-vous pas plutôt comme une déclaration de guerre, quelque part très hostile? Quand on est à court d'arguments, je pense qu'on va vers des écarts de verbes. Globalement, diplomatiquement, ce n'est pas efficace, c'est vulgaire, il y a trop d'excès. Et sincèrement, il y a une sorte de stupidité diplomatique dans son langage. Qu'est-ce qui a pris Joe Biden de faire ce genre de déclaration, selon vous? En tout cas, même la Maison Blanche, après conscience que c'était trop, et elle a estimé que c'est nécessaire de rectifier les dires de Biden. Il y a juste une chose avant de terminer que j'aimerais bien juste ajouter, c'est en fait, nous vivons une situation très paradoxale et drôle en Ukraine. D'une part, on a l'Ukraine qui demande au monde entier de boycotter le gaz russe, alors que en même temps, le gaz russe transite son territoire par un gazoduc qui transporte du gaz de la Russie vers l'Europe. Si l'Ukraine veut vraiment stopper les exportations du gaz russe vers l'Europe, elle a une solution à portée de sa main, au lieu de demander. Et en même temps, on a l'Ukraine qui reçoit toujours des compensations financières en raison du transit du gaz russe vers l'Europe. C'est-à-dire, si l'Ukraine veut vraiment qu'elle stoppe ses exportations du gaz, le gazoduc actuel passe par son territoire. Elle peut le faire. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans une situation très paradoxale. Très complexe, très imbriqué. Je pense qu'il y a certaines
certains pays qui veulent tout prendre mais rien donner. Alors, messieurs, il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est pour ça que donc nous arrivons à la fin de notre émission. Je rappelle que monsieur Taoufik Hamel, vous êtes expert en questions militaires et en relations internationales. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir enrichi notre débat. Monsieur Dimitri de Kochko, vous êtes journaliste français. Vous avez été avec nous depuis Paris par le Skype. Je vous remercie donc, messieurs, d'avoir pris part à notre débat et de nous avoir un petit peu éclairé de vos lanternes et j'espère ici aussi avoir éclairé nos téléspectateurs. Voilà, nous arrivons donc à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté attention et je vous rappelle que vous retrouverez dans un instant Imen Merad pour les plumes du Sila. Bonsoir.